Vous pouvez maintenant justifier le choix d'Alain Finkielkraut parmi les invités de ce soir, parce que c'était aussi l'un des thèmes dont nous avons parlé, et vous m'avez dit que vous appréciez beaucoup ses lectures. C'était la seule raison pour qu'il nous rejoigne? Pas seulement ses lectures, hein. Je ne suis pas de la génération des gens qui lisent beaucoup, très littéraires, qui ont une grande culture littéraire. Donc moi j'appréhende quelqu'un un peu par tout le show, quoi. C'est-à-dire par la télévision, c'est probablement là que j'ai vu le premier, par les journaux, par des écrits, tout ça. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours séduit. Voilà. Il m'a séduit parce que d'abord, dans la forme, j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter parler, bon, parce qu'il a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de références, beaucoup de culture. Il s'exprime très facilement, très bien, même parfois avec... il manie les adjectifs en particulier avec un peu de complaisance, enfin, j'aime bien ça. Puis avec beaucoup d'humour aussi. Oui. Bon, il y a déjà ça, j'ai du plaisir. Enfin, je sais pas, moi je le vois comme... Parfois, il y a un bon chanteur qui passe, je mets le magnétoscope. Quand Finkielkraut passe, je mets le magnétoscope. C'est toujours un plaisir. Et ensuite, c'est jamais gratuit. C'est lié à, enfin, je trouve, beaucoup d'honnêteté et de générosité, toujours. Alors, les titres principaux des livres d'Alain Finkielkraut, il y en a qu'il a écrit en collaboration avec d'autres. Il y avait le Nouveau désordre amoureux, il y avait L'aventure au coin de la rue, il y avait Le juif imaginaire, j'en oublie beaucoup, le petit fictionnaire illustré aussi. Oui. Alors Jean-Jacques Goldman, vous ne perdez pas un mot de tous ces propos. Est-ce qu'ils vous ont beaucoup frappé lorsque vous avez lu ce livre? Est-ce que vous vous êtes reconnu vous aussi, ainsi que vos ascendances, dans cette lecture? C'est-à-dire, ce qui m'a plu dans ce bouquin en particulier, c'est qu'il m'a soulagé d'une question que je me posais. Parce que moi, je suis né 2 ans après, exactement les mêmes conditions, avec un père qui venait de Pologne. La différence avec Finkielkraut, c'est que j'ai pas pu réfléchir de la façon dont il a fait et au moins l'écrire. Et donc, moi, je restais avec ce problème que je ressentais confusément. C'est-à-dire, d'une part, quand on me demandait si j'étais juif, mon père m'avait appris à dire oui, et quitte à essuyer des injures et à se battre pour ça. Donc c'était une chose, bon, pas dramatique, mais du moins qui n'était pas non plus anodine, quoi, pour un môme. Et d'un autre côté, il m'avait pas appris ce que c'était qu'un rabbin, ce que c'était qu'une synagogue, ce que c'était qu'une prière. Je suis complètement... à la limite, ma femme n'est pas juive, mes enfants ne sont pas juifs. Alors je me revendiquais juif parce que vis-à-vis des autres, et d'un autre côté, je me sens très mal à l'aise avec les juifs, les vrais, quoi. Enfin, c'est-à-dire, parce que quand on me parle de Bar Mitzvah, je ne sais pas ce que c'est, Rosh Hashanah, je ne sais pas ce que c'est, j'arrive dans une église, oui, là c'est bon, dans une synagogue, exactement pareil, dans une église, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est, d'un côté, c'est pas non plus très confortable de sentir pas très bien en tant que... Bon, parce que je suis pas... j'allais pas au caté et tout ça, bon, sans dramatiser non plus, parce que j'ai bien compris aussi cette façon aussi confortable de revendiquer, oui, comme un fait d'armes, le fait avec le silence qui se fait autour, comme il a dû souffrir, alors que, bon, on a toujours eu des jus d'orange à 10 heures, quand même, et on a appris le violon et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un problème quand même de se sentir ni très bien, ni français à part entière, mais ni non plus bien accepté. Je suis sûr que si j'allais en Israël, tout ça, je me sens pas très bien non plus. J'essuie mes pieds avant d'entrer dans une synagogue. Je suis pas chez moi non plus. Donc Jean-Jacques, vous êtes un exemple parfait de juif imaginaire. Ah, complètement, mais disons, la situation fait que je le suis d'une certaine manière, parce que les livres de Finkielkraut ne sont pas uniquement la description d'un état, ils donnent aussi certaines solutions. Moi, ce qui m'a appris aussi, c'est comment l'être, à ma manière, c'est-à-dire sans être religieux, s'il est possible de l'être, comment témoigner. Enfin, alors, en 2 mots, comment? Je crois qu'il faut témoigner, c'est un peu la fin du livre. Il faut perpétuer, il faut raconter ce qui s'est passé, il faut essayer de... Il y a un personnage auquel Alain Finkielkraut fait allusion de manière très intéressante dans ce livre, c'est le personnage de la mère juive. Il dit à son sujet, elle nous gave parce qu'elle a connu la privation, elle nous idolâtre parce qu'elle a été orpheline. C'était le cas de la vôtre, Jean-Jacques? Oui, ma mère, c'est aussi un peu particulier. Ça l'aurait été si elle avait vécu une existence normale, mais il se trouve que de 17 ans à 24 ans, elle était cachée dans une petite ville près de Lyon avec ses 2 parents qui ne parlaient pas le français. Et elle a dû mûrir plus rapidement d'autres. Elle a dû ne pas vivre d'adolescence. Il est bien évident que elle a vécu pendant 5 ans toute son adolescence une partie de ses débuts de femme avec une lame de rasoir dans son sac. Enfin, c'est peut-être des petits détails, mais à 17 ans, vivre en se disant je vais me suicider peut-être demain, ça change les gens. Donc, j'ai pas eu une yiddish mamie conventionnelle.
peut-être qu'elle a été un peu trop troublée pour le devenir. Pardonnez-moi d'arriver sur ce point maintenant dans la discussion. Ça n'est pas du tout par recherche de sensationnel que je le fais, mais c'est pour éclairer un petit peu l'esprit d'Alain Finkielkraut qui, en écrivant son livre et en consacrant tout un chapitre à votre frère, Jean-Jacques ne savait peut-être pas que c'était votre frère. Jean-Jacques est le frère de Pierre Goldman. Oui, je l'ai appris. Vous l'avez appris. Je l'ai appris, mais tout récemment, quand on m'a dit que nous participions à la même mission, parce que je me suis renseigné autour de moi et on me l'a dit. Enfin, je l'ai appris. Sans rappeler les détails de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, oui. Comment considérez-vous l'évolution du destin de votre frère, vous-même, qui est mort, rappelons-le, en sortant de prison, assassiné après avoir été gracié et reconnu innocent, n'est-ce pas ? Je crois que l'exemple qui est cité d'ailleurs dans le Juif imaginaire est parfait parce qu'il correspond un peu à toutes les névroses et à tous les filets, disons, qui ont pu l'enserrer et dont lui n'a pas su se guérir. Je crois que son existence est un exemple de tous les problèmes qui sont évoqués dans le Juif imaginaire, avec en plus la résistance, toutes ces mythologies et tout ça. J'en ai parlé, moi je ne l'ai jamais rencontré, Pierre Goldman. Non, mais il a très bien. Moi je trouve que vous l'avez très bien analysé. Mais